Le conte a ceci du lézard qu'on croit toujours l'avoir attrapé alors qu'il n'en reste jamais que la queue. Bienvenue dans cet épisode bonus des contes de la queue du lézard consacré à l'interprétation du conte Blanche-Neige. C'est le dernier épisode de la saison 1 et plutôt que de vous raconter une histoire, si nous en interprétions une. De nombreux parents ne veulent plus entendre parler de ces histoires où des princesses endormies sont réveillées par un prince et par son baiser volé. La raison supérieure invoquée, l'absence manifeste de consentement de la part de la princesse et l'image sous-jacente du viol, image fantasmée par les parents. Quand on reproche au conte Blanche-Neige un baiser non consenti, et donc quand on lui trouve une morale machiste rétrograde, la présence d'une masculinité toxique, ne s'égare-t-on pas un peu et ne se laisse-t-on pas emporter par un excès de réalisme mal placé ? Peut-être même qu'on confondrait le conte merveilleux, ce genre littéraire plein d'archétypes et de symboles issus de l'inconscient collectif. Peut-être qu'on confondrait le conte avec des chroniques ou des faits divers, bourrés de stéréotypes, de morale et de bonne conscience sociale. Peut-être aussi a-t-on perdu son innocence d'enfant en oubliant toute la lecture symbolique, poétique, lyrique que l'on peut faire du monde. Eh bien, pour essayer de couper court aux arguments de ceux qui veulent tout réécrire afin d'expurger tout principe de plaisir dans les contes, pour y faire régner le principe de réalité, découvrons comment Blanche-Neige peut être, selon son angle de lecture, un archétype de la pleine conscience ou un drame liturgique sur le thème de la rédemption, plutôt qu'un conte sur l'absence de consentement à bannir de nos bibliothèques. Avant d'entamer la lecture de la fin de Blanche-Neige, dans sa version des frères Grimm, arrêtons-nous sur ce que représentent les contes merveilleux. L'interprétation des contes de fées, telle qu'elle est proposée par Carl Gustav Jung, aidé de son assistante Marie-Louise von Franz, mais aussi reprise plus tard par Bruno Bettelheim, nous éclaire sur le principe de plaisir des contes. Pour Jung, toute l'aventure relatée par le conte reflète une lutte que mène l'inconscient pour accéder à la conscience. Le conte utilise les voies de l'émotivité, du vécu et de l'instinct pour conduire les grandes pulsions et de grands enseignements jusqu'à la prise de conscience par un chemin non rationnel. Rien donc de ce qui se passe dans un conte n'est la narration d'une histoire réelle, et encore moins un crime puni au pénal où une marâtre tente d'assassiner sa belle-fille. Encore moins une chronique tapageuse où une jeune vierge s'affale éhontément dans le lit des 7 nains. Ou encore moins une chronique sordide où un prince, qui serait alors résolument nécrophile, tombe en admiration devant un cercueil de verre. Non, ce n'est rien de tout cela un conte. Et d'ailleurs, la crudité du sens des contes, cette même crudité qui nous est révélée par une lecture au premier degré, cela devrait déjà nous sensibiliser au fait qu'autre chose se trame dans les contes, qu'une autre lecture est nécessaire, une lecture au second degré. Soyons donc, si vous le voulez bien, moins dans une lecture littérale. Un conte est un conte, et par définition, le principe de réalité ne s'applique pas. Ainsi, quand on reproche à un conte d'être rétrograde, c'est qu'on oublie qu'il est l'expression du principe de plaisir et non du principe de réalité. C'est qu'on oublie qu'il n'est pas truffé de stéréotypes, mais qu'il est foisonnant d'archétypes, de symboles inconscients de nos émotions et pulsions. Lisons ici la fin de Blanche-Neige dans la version des frères Grimm, et découvrons ensuite quelle lecture nous pouvons en faire. Les nains, quand ils revinrent le soir à la maison, trouvèrent Blanche-Neige étendue sur le plancher. Mais cette fois, elle n'avait plus de souffle, et elle était vraiment morte. Ils la relevèrent, ils cherchèrent bien partout s'ils ne trouvaient pas quelque chose d'empoisonné. Ils lui défirent son corset, ils peignèrent ses cheveux, ils la lavèrent avec de l'eau puis avec du vin. Mais rien de tout cela n'y fit. Morte elle était, la chère petite, et morte elle resta. Ils la couchèrent sur une civière, et tous les 7, ils restèrent à côté et la pleurèrent pendant 3 jours.
puis ils pensèrent à l'enterrer. Mais elle était encore aussi fraîche que si elle eût été vivante, et elle avait encore toutes ses couleurs et ses belles joues rouges. « Nous ne pouvons pas l'enfouir comme cela dans la terre noire, dirent-ils. » Alors ils lui firent faire un cercueil de verre, afin qu'on pût la voir de tous les côtés. Puis ils l'y couchèrent et écrivirent dessus son nom en lettres d'or, en grandes, belles lettres capitales, sous lesquelles ils écrivirent encore qu'elle était une princesse, fille de roi. Ensuite, ils portèrent le cercueil au haut de la montagne. Et depuis ce moment-là, il y eut toujours l'un des 7 nains qui y resta pour la garder. Et les bêtes y venaient aussi et pleuraient Blanche-Neige. D'abord, ce fut une chouette, puis un corbeau et une colombe en dernier. Longtemps, longtemps Blanche-Neige resta là, dans son cercueil de verre, sans changer du tout. Le temps passa et passa, mais elle était toujours aussi fraîche, aussi blanche que neige, aussi vermeille que le sang, aussi noire de cheveux que l'ébène poli. Et elle avait l'air de dormir. Et puis un jour, il arriva qu'un prince, qui s'était égaré dans la forêt, passa la nuit dans la maison des nains. Il vit sur la montagne le cercueil dans lequel était exposée Blanche-Neige, qu'il admira beaucoup, et il lut aussi ce qui était écrit dessus en grandes lettres d'or. Alors il dit aux nains : « Laissez-moi emporter le cercueil, je vous donnerai en échange ce que vous voudrez. » « Pour tout l'or du monde, tu ne pourras pas nous l'acheter, répondirent-ils. « Alors, donnez-le-moi, reprit le prince, parce que je ne puis pas vivre sans admirer Blanche-Neige, et je la traiterai et la vénérerai comme ma bien-aimée, comme ce que j'ai de plus cher au monde. » Les bons nains, en entendant ces paroles, s'émurent de compassion pour lui et lui donnèrent le cercueil. Le prince le fit prendre par ses serviteurs, qui le chargèrent sur leurs épaules et l'emportèrent. Mais voilà qu'ils trébuchèrent contre une racine en l'apportant, et la secousse fit rendre à Blanche-Neige le morceau de pomme qui lui était resté dans le gosier. Ainsi libérée, elle ouvrit les yeux, soulevant le couvercle de verre, et se redressa, ayant retrouvé la vie. « Oh, mon Dieu, mais où suis-je » s'exclama-t-elle. « Tu es près de moi, » lui répondit le prince tout heureux, avant de lui raconter ce qui s'était passé. Puis il lui dit : « Je t'aime, et tu m'es plus cher que tout au monde. Viens, accompagne-moi au château de mon père, tu seras mon épouse. » Alors Blanche-Neige s'éprit de lui, et elle l'accompagna, et leurs noces furent célébrées dans la magnificence et la somptuosité. Mais à ce grand mariage princier, la reine terrible et maudite marâtre de Blanche-Neige fut invitée aussi. Et quand elle se fut richement habillée et parée, elle alla devant un miroir pour lui poser sa question. « Miroir, gentil miroir, dis-moi dans le royaume, qui est la femme la plus belle ?» Et le miroir lui répondit : « Dame la reine, ici vous êtes la plus belle, mais la nouvelle reine est 1000 fois plus belle. » Un juron échappa à l'horrible femme, qui fut prise d'effroi, d'un tel effroi qu'elle ne savait plus que devenir. Pour commencer, son idée fut de ne pas aller du tout aux fêtes du mariage. Mais elle ne put y tenir, et il fallut qu'elle y allât, dévorée par la jalousie, pour voir cette jeune reine. Lorsqu'elle fit son entrée, elle reconnut immédiatement Blanche-Neige, et la peur qu'elle en eut la cloua sur place. Sa terreur l'empêcha de bouger. Mais on lui avait préparé des souliers de fer qui étaient sur le feu, à rougir. On les lui apporta avec des tenailles, et on les mit devant elle, l'obligeant à s'en chausser et à danser dans ses escarpins de fer rouge jusqu'à sa mort, qui suivit bientôt. Et si Blanche-Neige était l'archétype de la pleine conscience ? Si nous lisons les personnages de ce conte à la lueur de la symbolique, l'héroïne Blanche-Neige n'est pas une personne, mais un personnage symbolisant la pureté de l'âme. Elle traverse d'ailleurs toutes les émotions les plus pures dans le conte : candeur et naïveté, peur et détresse, altruisme et amour. L'opposante
La méchante reine est le symbole de l'âme individuelle pervertie et égoïste, le symbole de la colère et de la jalousie dévorante, si dévorante qu'elle croit manger le cœur, ou le foie selon les versions, de Blanche-Neige. Les adjuvants que sont les nains seraient quant à eux l'expression des facultés humaines qui vont creuser la montagne pour trouver les filons de minerai. Trouver, autrement dit, la perle rare qui se révélera être Blanche-Neige. La quête que représente le prince charmant est une quête de spiritualité. Sans la descente aux enfers que vit Blanche-Neige, pas d'accès au paradis, et donc pas d'accès au prince, prince qui représente ici moins un riche héritier qu'un aboutissement personnel. Pour revenir à Jung, que nous évoquions tout à l'heure, toute l'aventure relatée par le conte reflète la lutte que mène l'inconscient pour accéder à la conscience. Blanche-Neige, après plusieurs rites initiatiques comme le deuil, la dépression, l'emprise toxique de la pomme, le lâcher-prise et la léthargie que vit successivement le personnage, Blanche-Neige, ce serait donc la lutte vers la conscientisation, pour utiliser un mot à la mode, la représentation symbolique de l'arrivée à l'état de pleine conscience. Alors, qu'on appose un baiser à la fin de l'histoire, ou pas du tout, on voit bien que ce n'est pas littéralement un prince qui arrache à un baiser, mais simplement une représentation différente d'une forme de prise de conscience de soi, une prise de conscience autonome, sans baiser, ou guidée par un baiser, comme on embrasse le monde. Et si Blanche-Neige était un drame liturgique ? Si l'on retrouve l'ésotérisme chrétien dissimulé dans ce conte, c'est que dans les versions qui sont arrivées jusqu'à nous en Europe, l'inconscient collectif s'est souvent teinté de références religieuses, et notamment de cette fameuse pomme qui nous renvoie nécessairement au Jardin d'Éden. Par ce Jardin d'Éden, on en arrive aisément à une réécriture théâtralisée de l'histoire, reprenant au conte de la religion chrétienne des symboles païens et parfois tribaux de l'inconscient collectif. Voyons d'ailleurs comment le conte se termine comme un mystère, comme ce genre littéraire religieux médiéval auquel il semble emprunter beaucoup. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un mystère ? Un mystère est un genre théâtral liturgique médiéval qui, dans le christianisme, porte sur scène, souvent sur le parvis des églises, un fait religieux, l'histoire d'un salut, d'une rédemption, pour incarner des concepts spirituels par des personnages sur scène. Exactement ce que fait le conte avec des principes inconscients qu'il met en mots et en personnages. En quoi Blanche-Neige pourrait s'apparenter à un mystère, et donc à un drame liturgique ? À la lueur de l'histoire du personnage éponyme, cela paraît assez évident. Blanche-Neige passe par des étapes d'anathème, d'excommunication par sa belle-mère, de tentation par la pomme, de mort à elle-même et de résurrection ou assomption, toutes les étapes constitutives de la vie d'une sainte. Les nains participent eux-mêmes à la mise en scène morbide du corps mi-mort, mi-endormi de la princesse dans un cercueil de verre, comme s'ils étaient les metteurs en scène de ce mystère, comme s'ils faisaient, par le cercueil de verre, l'hagiographie de cette même sainte. La danse de la reine dans ses souliers de fer rougis pourrait s'apparenter à la danse macabre que l'on mettait volontiers en scène pendant les mystères. L'arrivée du prince sur son cheval, à la fin du conte, pourrait s'apparenter au Deus ex machina, c'est-à-dire au mécanisme, comme un effet spécial théâtral, consistant à faire entrer Dieu sur scène pour rétablir l'ordre divin. Pour reprendre la version animée par Walt Disney, il est vrai qu'on y découvre un prince charmant volant un baiser à une Blanche-Neige inanimée. Un baiser qui fait couler beaucoup d'encre et qui voit certains wokistes mal informés bannir cette scène, ou pire encore, le film complet de Blanche-Neige et les 7 nains. Mais ce n'est pas parce que le conte a été porté à l'écran qu'il faut s'empresser de croire que le principe de réalité a tué le principe de plaisir. Où serait en effet le besoin de consentement dans ce dessin animé si on interprète le conte autrement ? Si Blanche-Neige et le prince vivent un bonheur éternel à la fin, ne faut-il pas qu'il y ait éternité ? Et pour qu'il y ait éternité, ne faut-il pas qu'il y ait mort ?
D'ailleurs, le couple ne procrée pas à la fin du conte. Ils ne vécurent pas heureux et eurent plein d'enfants. Aucune pulsion de vie ne vient conclure l'histoire. Le prince qui embrasse Blanche-Neige ne lui volerait donc pas un baiser non consenti, mais pourrait lui donner le dernier baiser, le baiser de la mort, qu'il représenterait symboliquement dans un dernier éclat de lumière, avec un château éthéré au bout du tunnel. De nombreux fans de Disney proposent d'ailleurs cette lecture du dessin animé, et je vous conseille vivement de visionner à nouveau ce grand classique en portant une attention particulière à la fin. On y découvre que Blanche-Neige dit adieu à tout le monde, aux 7 nains comme aux animaux, et se dirige avec le prince vers un château irréel, étrangement posé dans les nuages, comme une représentation fantasmée du paradis ou de la dernière demeure. Vous vous repassez mentalement les dernières images du film ? Cela laisse songeur, n'est-ce pas ? Alors, à tous les agités qui veulent prendre une revanche sur le passé qu'ils pensent réécrire, croyant ainsi construire un futur plus éthique, vivable et durable, à tous ceux qui voient de vraies scènes de viol dans les contes ou des baisers non consentis, je vous offre volontiers ces nouvelles lunettes symboliques. Faites-en bon usage. C'était La Pomme et le consentement, un épisode bonus de la saison 1 du podcast Les Contes de la queue du lézard. Une chronique écrite et lue par Wilfried Merklen à propos d'une piste d'interprétation du conte Blanche-Neige. Pour retrouver d'autres contes à interpréter par vous-même avec vos nouvelles lunettes symboliques, ça se passe sur laqueudulézard.com et sur le podcast Les Contes de la queue du lézard. À bientôt pour d'autres contes et pour la saison 2.